Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui une vidéo avec un petit peu de fondamental à la suite de la hausse qu'on vient de connaître en bourse ces dernières semaines. Et c'est tout aussi important pour moi que les chiffres et les analyses qu'on fait aussi sur la chaîne. Et ça aussi c'est des vidéos que je fais avant tout pour moi-même parce que ça me permet de ne jamais perdre de vue certains éléments qui sont pour moi très importants. Donc on va parler rapidement de la hausse, qu'on a eue sur les marchés, de quelques titres, de fait que quand on a des plus-values et ben, on peut vite avoir envie de vendre, surtout quand on vient de connaître une forte volatilité à la baisse et qu'on repasse en positif peut-être, on se dit: «Oh je vends» parce qu'on a toujours le trauma de la baisse. Je vais vous parler un petit peu de ma mentalité personnelle, de ce que je fais en ce moment avec mon cash et cetera et on va parler aussi d'options parce que le cash concerne justement pas mal d'options d'achat que je vais devoir exercer un jour. Et en deuxième partie de vidéo, on va parler de l'inflation, les chiffres aux États-Unis qui ont été publiés hier, aussi des chiffres qu'on a officiels de la Chine, etc. Évidemment, comme d'habitude, c'est Jean-Claude de conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses, mais au final, prenez vos propres décisions. Alors là, vous avez le S&P 500 sur un mois et en haut, je vous ai mis sur 6 mois le Nasdaq et le S&P 500. Le Nasdaq, on est très légèrement en hausse sur 6 mois, donc on a complètement effacé la baisse d'avril. Et sur le S&P 500, on est pratiquement à l'équilibre sur 6 mois et on a par contre aussi effacé la baisse d'avril. Donc les peurs sur les taxes douanières ont été effacées par le marché. Évidemment, l'histoire n'est pas finie. D'ailleurs, on en reparlera de la volatilité en fin de vidéo. Mais à ce jour, on a clairement passé un mois dans le vert. Vous le retrouvez d'ailleurs sur mon graphique ici sur un mois. Vous avez beaucoup de titres fortement à la hausse. On pensera notamment à Nvidia et Amazon. Vous saviez que ça faisait longtemps que je les surveillais. Et c'est aussi pour ça que je vais vous parler justement un petit peu plus tard de l'impression qu'on peut avoir aussi psychologiquement d'avoir raté le coup. Parce que personnellement, j'aurais aimé acheter beaucoup plus de Amazon et Nvidia, mais tout va tellement vite parfois que c'est un petit peu comme ça. J'ai pas pu en acheter assez. Mais c'est pas grave, on va être patient, les opportunités et la volatilité peuvent revenir. Et justement, on va en parler. Et on pensera aussi par exemple à IMS qui est en train de connaître une sacrée performance en ce moment et d'autres entreprises que j'ai en portefeuille qui ne sont pas dans les indices encore parce que souvent c'est des trop petites entreprises. Et aussi UNH, je voulais revenir rapidement dessus parce que j'ai vu des commentaires passer. Il y a eu plusieurs vidéos déjà sur la chaîne où j'ai exprimé mes peurs sur certains secteurs du S&P 500. Notamment, j'ai déjà plusieurs fois mentionné que je ne voulais surtout pas toucher aux assurances et je confirme clairement. Donc en faire une vidéo, je vois pas trop le principe si ce n'est de faire un titre qui va peut-être faire des vues, mais c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Donc non, tout ce qui est secteur de l'assurance, surtout je ne touche pas, ça fait partie des secteurs qui me font le plus peur dans les indices. Parmi d'autres secteurs que j'ai déjà évoqués, vous retrouverez ça sur la chaîne. Enfin bref, c'est pas l'objectif de cette vidéo, il faut que j'avance, sinon elle va être trop longue. Déjà, je tiens à dire bravo pour toutes ces journées. On a encore traversé des sacrées leçons. Je pense qu'on les oubliera pas, mais du coup, quand on a aussi ces leçons, on peut avoir des petites musiques qui reviennent dans notre tête, qui pour moi, il faut combattre. En tout cas, c'est ce que je fais. Déjà, pour résister à l'envie de vendre, quand on a des positions qui vous font des plus 50, plus 60%, voire encore plus sur certains titres qu'on a pu avoir très volatiles sur des petites capitalisations, je me concentre sur l'analyse fondamentale. Il est rare que je vende. Très souvent, quand je vends, je le regrette. Alors évidemment, j'ai pu le faire notamment avec la rationalisation que j'avais fait il y a maintenant plus d'un an, où j'avais coupé des positions juste trop petites. Ça prenait trop d'énergie à suivre pour la petite taille de la position par rapport au portefeuille et au patrimoine. Mais ça fait super longtemps que j'ai pas vendu. Ça doit faire des mois. Je suis même pas sûr d'avoir vendu en 2025. Et tout simplement parce que j'en reviens à mon analyse fondamentale. Quand je rentre une entreprise en portefeuille, c'est pas courant. Et quand je la rentre pour le long terme et donc ça m'embête de vendre. Par contre, bien sûr que moi aussi je ressens cette envie et je vous avoue que c'est quelque chose que je combats au quotidien. Par contre, j'achète moins qu'en avril. Ça, je tiens à vous le dire, là en mai, j'ai commencé mes achats, hein. J'achète tous les mois quoi qu'il arrive parce que quand on a cette passion pour la bourse, il faut, forcément à un moment l'alimenter et donc j'achète quand même parce que justement c'est en faisant des petits achats que j'évite d'aller faire des grosses bêtises, à aller vendre des grosses positions parce que je me dis: «Tiens, je prends des plus-values» et cetera. J'en reviens à mes fondamentaux, j'achète tous les mois. Par contre, je mets beaucoup moins qu'en avril. D'ailleurs, en avril, j'avais clairement mis, genre 2 fois mon budget, mensuel et si je mets un petit peu moins aussi, on en reparle juste après, c'est à cause des options. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est une vidéo un petit peu décousue, mais j'ai beaucoup de points, sur lesquels justement je veux revenir parce que ça m'aide aussi à, remettre les choses sur le papier, enfin sur un écran et dans une vidéo, de me rappeler aussi tous mes fondamentaux. C'est normal, de regretter, de ne pas avoir acheté plus. Comme je vous le disais juste avant, il y a plein de titres, sur lesquels j'aurais aimé me positionner plus et il y a des titres sur lesquels j'ai même pas eu le temps de me positionner tellement c'est reparti. On parlera par exemple de Robinhood, j'ai même pas eu le temps de finir mon analyse qui a été déjà, repartie. Je sais que certains se sont positionnés suite à vos analyses. Félicitations à vous.
Moi, je vais être patient, ça repassera peut-être un jour et sinon il y aura d'autres opportunités. Et c'est ce que je vous dis ici, je continue activement à rechercher. Ça sert à rien de regretter, ça pourra très bien baisser un jour et en attendant, on va chercher les autres opportunités et il y en a toujours, c'est qu'une histoire de les trouver. Je voulais vous parler d'options et de gestion du cash. En ce moment, j'augmente mon cash pour exercer des LIPS, donc ça, c'est des options d'achat que j'ai en ma possession sur le moyen et long terme et plus tard, du coup, je veux les exercer pour avoir ces actions en portefeuille et je voudrais éviter autant que possible d'avoir soit à revendre les contrats si j'ai pas le cash pour les exercer, soit aussi éviter de lever de la marge. Dans tous les cas, donc je le fais tout simplement parce que j'ai des options à exercer. En parlant d'options, ce que je peux refaire, notamment quand les marchés remontent et ça, je vous en parle souvent quand ils sont assez hauts, quand ils seront bas, bah, je suis en train d'acheter, donc le cash n'est pas disponible pour ça. Mais je pourrais revendre des puts, donc revendre des options de vente sur le court terme, sur les entreprises qui m'intéressent, que je serais prêt à posséder pour faire travailler du cash. On peut aller se faire un exemple, par exemple, sur IMS, entreprise que je n'ai pas acheté assez, mais j'en ai quand même acheté pas mal et j'aimerais en acheter plus. Et si je me prends des options, disons par exemple à 15 jours, donc on va se mettre au 30 mai, bah, vous voyez, je pourrais aller vendre, par exemple, des options autour de 40-45 $. Si je prends le milieu du spread entre, ben, 80, si je prends à 45-46 un strike et 40, donc même si je nous mets à 0,38 ou même 0,40 par rapport à 4000 bloqués pendant 2 semaines, je suis en train de faire du 1% sur 2 semaines. Ce qui est très élevé. Évidemment, je peux me faire assigner si l'entreprise corrige fortement. Et pourquoi ça paye autant en ce moment les options? Bah, parce que la volatilité sur IMS est énorme. Et du coup, la volatilité m'amène aussi à vous parler de prudence sur la vente d'options d'achat, donc vendre des covered calls. Ça peut être très tentant parce que ça paye beaucoup. Par contre, je ne vais pas le faire sur des titres que je n'ai pas envie de perdre. Il y a déjà l'implication de me faire taxer sur les plus-values. Aussi, bah, j'ai pas envie de perdre mes entreprises en portefeuille si je veux les conserver pour le long terme. Et si je vous dis ça, c'est parce que ça peut être vraiment tentant parce que ça paye très bien, mais c'est aussi très risqué. Si on prend des calls et je m'amuse à aller vendre des calls, disons par exemple à 75-80 $. D'ailleurs, vous voyez, le titre est monté tellement vite en bourse qu'on n'a pas toutes les lignes de contrat disponibles. Mais si je viens à vendre par exemple à 75 ou 80, les rendements sont énormes. Regardez ici, on me donnerait 343 $ pour vendre un call à 75, donc en engageant une centaine d'actions j'ai en portefeuille, sachant que j'en ai plus de 400. Donc ça veut dire que là, je pourrais en... C'est impressionnant la volatilité, hein. En 15 jours, récupérer 3 fois 4, 1200, voire même d'ailleurs plus de 1300 $ parce qu'on me donnerait 343 dollars par contrat. Encore une fois, si je prends le milieu du spread, hein, ce que je chercherais à obtenir, si je vends une option, je mettrais un ordre limite. Enfin bref, c'est hyper tentant. Par contre, le problème, c'est que est-ce que IMS peut passer en moins de 2 semaines de 65 à 75 et que je perde mes actions? Oui, tout à fait. Donc, la levée de titre est très, très volatile et ça peut être hyper tentant, d'aller vendre, des calls. Évidemment, j'entends des covered calls, je vais jamais les vendre pas couverts avec des actions en portefeuille. Mais le problème, c'est que j'ai vraiment pas envie de perdre mes actions. Donc, oui, c'est tentant, mais non, je résiste à la tentation. Par contre, je pourrais le faire sur des actions sur lesquelles je serais OK de me séparer de mes lignes et ça, c'est pas quelque chose contre lequel je serais d'aller vendre, des covered calls assez loin en termes de strike pour avoir du rendement sur des titres et si un jour je les perds, tant pis. Par contre, je vais pas le faire sur une action comme IMS parce que bah, clairement, je pense qu'elle ira beaucoup plus haut que 60 $ dans le futur. Mais je vous avoue que la tentation est là quand on voit les primes que ça paye. Et je comprends que certains soient tentés, chacun prendra ses propres décisions. On a fini avec cette partie, maintenant on va passer un petit peu à l'inflation, l'économie, etc. Donc les chiffres officiels de l'inflation aux États-Unis sont sortis hier. On est en train, encore une fois, de se rapprocher des 2%. La tendance est très claire ici sur 3 ans. Les craintes sur les taxes douanières et donc que les prix pourraient augmenter aux États-Unis, eh ben, on ne les voit pas encore sur les chiffres d'avril parce que l'annonce a été faite le 2 avril. Donc ça veut dire que ben, les entreprises n'ont pas, dès le 3 avril, augmenté leurs prix en prévision. Les entreprises, a priori dans l'ensemble, ont quand même décidé d'attendre de voir ce qui se passait et ben, elles ont sûrement raison parce qu'on a eu beaucoup d'annonces en avril sur les taxes douanières, c'est un petit peu allé dans tous les sens. Mais à ce jour, ça n'impacte pas les prix. Peut-être que ce sera le cas en mai, juin, juillet, ça pourra apporter de l'incertitude plus tard, c'est ce que je vous dirai en conclusion, mais à ce jour, ce n'est pas le cas. On continue donc à se rapprocher des 2%, la Fed n'a toujours pas baissé les taux, on verra ce qu'ils font en juin. C'est probable qu'ils coupent pas. Je ne sais pas si c'est purement rationnel, je vous ai déjà donné mon avis sur la chaîne. Je pense qu'ils devraient baisser les taux, je pense qu'un jour ils le feront, je ne peux pas prévoir quand, mais comme je le disais, il y a beaucoup de data qui vont dans ce sens pour moi. Je voulais vous parler aussi du coup de l'inflation en Chine.
Ici, vous avez les chiffres officiels de l'inflation en Chine. On va aller les regarder directement sur le site, sauf que ça, ce n'est pas le bon graphique, c'est celui-ci. Vous voyez, là, à chaque fois qu'on a une bougie jaune, ce qui est d'ailleurs très différent des États-Unis, où on a bien de l'inflation tous les mois, eh bien, les chiffres officiels nous mettent en déflation depuis 3 trimestres en Chine. En plus de ça, on vient rajouter le fait que les taux d'intérêt depuis 10 ans ne font que baisser. Clairement, ils baissent les taux. Je vais vous mettre aussi la masse monétaire, le M2. Bon, voilà, entre 2015, 131 000 milliards de yuan, 10 ans plus tard, en circulation 326 000 milliards. Donc au final, la tendance, elle est claire pour moi aussi. Et je pense qu'ils vont continuer à exporter leur déflation, puisqu'il y a un moment, si vous n'avez pas de la demande en interne, et elle reviendra sûrement un jour, la demande en interne. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. J'ai beaucoup aimé vivre là-bas. C'est un peuple que j'apprécie énormément. Et j'espère que ça va aller mieux, que la consommation va repartir. C'est OK. Toutes les zones économiques rencontrent des situations difficiles à un moment, des récessions. Mais il n'empêche que ça impacte forcément le monde entier. Et je l'ai souvent répété sur la chaîne, la déflation, ce n'est pas quelque chose que les États laisseront faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, on aura de l'impression monétaire et de la baisse des taux qui reviendra. Je l'ai déjà dit plein de fois sur la chaîne. Et j'adore YouTube parce que ben, on en reparlera dans le futur. Je pense que la déflation aux États-Unis, on la verra peut-être pas jamais officiellement sur les graphiques. Par contre, il faudra voir les actions qui ont été prises derrière pour justement l'éviter. Encore une fois, c'est de la vie personnelle, en aucun cas du conseil en investissement. Par contre, ça me confirme qu'il faut que je reste investi. C'est ce que j'ai écrit ici, je reste investi. Alors quand je vous dis 100%, c'est pas vrai, j'ai toujours un fonds de sécurité et du cash évidemment de réserve, mais je suis en grande partie investi. Il est hors de question que je vende mes investissements pour être à 100% en cash. Vous irez voir le M2 européen, le M2 chinois et le M2 américain et vous comprendrez pourquoi je suis pas en cash. Et maintenant, je surveille les nouvelles peurs qu'on va nous trouver dans les médias. Certainement que bientôt, ils devront parler de la dette américaine qu'on va devoir refinancer avec le taux à 10 ans sur les obligations qui ne baisse pas pour l'instant, donc il va falloir refinancer avec un taux élevé. Et j'ai envie de dire, vive la volatilité, allez-y, amenez-la, ça va nous rouvrir des opportunités. Il y a un moment, on se dit, oh, on trouve plus d'actions à acheter, on aurait dû acheter la baisse plus, vous inquiétez pas, la peur, elle reviendra dans les médias et sur les marchés. Par contre, on ne peut pas du tout prévoir, je ne vais pas paniquer face à cette incertitude, bien au contraire, je me focalise sur encore et toujours ce que je maîtrise, la volatilité, les peurs, les récessions, ça je ne maîtrise pas. Par contre, analyser, travailler et gagner plus que ce que je dépense pour avoir une capacité d'épargne, gérer mes finances personnelles tout simplement, et ensuite investir, ça je le contrôle. Et quand on reviendra sur des peurs, parce qu'en ce moment là c'est de l'euphorie, hein, si vous allez voir le Fear and Greed Index, il n'y a plus aucune peur, j'ai l'impression. Mais quand la peur reviendra, eh bien n'oublions pas de dézoomer un petit peu les graphiques et de se dire que l'histoire se répète. C'était une vidéo longue, beaucoup plus décousue que prévu, mais j'avais plein de trucs à dire qui me sont passés par la tête tout au long de la vidéo. Il y avait peu de notes, mais au final, j'avais pas mal d'idées que je voulais vous partager. J'espère que ça vous aura intéressé en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.